est interrogé. C'est ce qui est interrogé. Merci Marilyn, bonjour à tous. Bien donc oui, on va continuer d'élargir le thème de cette journée, puisqu'on ne va plus s'intéresser cette fois-ci aux pathogènes, aux ravageurs des plantes, mais aux plantes elles-mêmes, qui peuvent poser souci dans la mesure où toute une série sont connues pour être invasives ou exotiques envahissantes. Alors, donc, au-delà de l'aspect purement ravageur, la définition d'une espèce exotique envahissante ou espèce invasive est assez large, puisque pour être considérée comme telle, l'espèce doit, d'une part, être introduite depuis une autre partie du monde dans une nouvelle ère d'introduction. Ça peut se faire par des introductions volontaires, on a beaucoup d'exemples de plantes ornementales par exemple, ou accidentelles comme contaminants. L'espèce doit ensuite s'être naturalisée dans sa nouvelle ère, indépendamment d'un autre, puisqu'on parle notamment ici de plantes. Donc naturalisée, ça veut dire que l'espèce est capable de former des populations stables de génération en génération sans intervention de l'homme. Vous avez ici un exemple avec 3 espèces d'arbres, le ginkgo biloba qui se reproduit peu ou pas sous nos latitudes, le marronnier d'Inde qui se reproduit mais n'est pas capable de former des populations stables sans intervention de l'homme, sans des soins particuliers, et par contre un exemple d'espèce naturalisée, le chêne rouge, pour lesquels on a des exemples assez fréquents d'individus issus eux-mêmes d'individus échappés de plantation, donc plusieurs générations, je dirais, en situation naturelle. Troisième critère, l'espèce doit montrer une dynamique d'expansion. Cette dynamique, on doit être relativement rapide pour qu'on la perçoive. Elle va bien sûr dépendre du type d'organisme. Vous avez ici un exemple sur les îles britanniques avec la coccinelle arlequin. Il est évident que la dynamique est beaucoup plus rapide pour un insecte que pour le chêne rouge par exemple, mais cette dynamique est avérée. Alors, si on s'en tient à ces 3 critères de définition, le nombre d'espèces est grand, donc on a plusieurs milliers d'espèces rien que pour l'Europe, et on trouve des exemples dans la plupart des groupes taxonomiques. Vous voyez ici des poissons, des insectes, des mammifères, des plantes, et dans toute une variété d'écosystèmes également. À tel point que face à cette prolifération d'organismes qui rentrent dans ces définitions, certains ne considèrent que comme invasives les espèces qui, par ailleurs, comme un 4e critère, ont des impacts significatifs sur les écosystèmes démontrés scientifiquement. Et en effet, ce sont bien les impacts de ces espèces qui posent problème, et ils sont assez variés, assez larges. Le plus général à l'échelle globale, c'est le fait que les invasions, donc je vais me focaliser sur les plantes maintenant, les invasions par les plantes conduisent au niveau global à une sorte d'homogénéisation de la flore, puisqu'on va retrouver, si on se projette dans le futur, des sortes de nouveaux écosystèmes qui sont des agglomérations de plantes, les mêmes dans les différentes parties du monde, notamment autour des villes. C'est déjà documenté dans certains cas, où on retrouve une certaine similitude floristique entre toute une série de milieux anthropisés. Au niveau plus local, il est bien connu que les espèces invasives ont un impact sur les autres espèces, les espèces indigènes, notamment en termes de compétition. Dans le cas des plantes, il s'agit principalement d'une compétition pour l'espace et pour l'accès à la lumière et aux nutriments. Il y a d'autres cas de compétition pour les pollinisateurs, par exemple. Par ailleurs, certaines espèces, de par leur capacité de modifier les écosystèmes, vont avoir des effets à long terme sur le fonctionnement des écosystèmes. On a ici 2 exemples. Le robinier Phosacacia, qui est une légumineuse, qui peut fixer l'azote atmosphérique, et qui donc va modifier les conditions du sol sur le long terme. Ce qui veut dire que même si on retire cette espèce de l'environnement, eh bien, son effet se marque à plus long terme, puisque les conditions du sol ont été changées, le sol a été enrichi en azote. On a aussi des grandes modifications en ce qui concerne les invasions en milieu aquatique. Et par ailleurs, certaines espèces exotiques qui sont introduites sont des congénères d'espèces indigènes, et il y a plusieurs cas documentés d'hybridation et d'introgression qui mènent à des effets génétiques irréversibles pour l'espèce native, une sorte de dilution du patrimoine génétique de l'espèce native dans un patrimoine exotique. Ça, ce sont différents types d'impacts sur la biodiversité, sur la flore indigène, mais il y a également des nuisances pour l'homme
Bien sûr, l'aspect peste, hein, toute une série de plantes exotiques sont des mauvaises herbes, des adventices de culture, et plus largement, on peut observer des dégâts aux infrastructures. Le cas de la renouée du Japon, par exemple, bien connu, qui colonise les craquelures dans le béton et endommage les ouvrages d'art. Et puis, d'une façon plus générale, des changements d'utilisation de l'espace, puisque si on pense par exemple au milieu aquatique, eh bien, des activités nautiques, des activités de pêche, etc., peuvent être mises à mal par les invasions. Eh bien, un autre type de nuisance qui va peut-être nous intéresser plus aujourd'hui, c'est celui représenté par les risques pour la santé humaine. Et il y a notamment le cas des ambroisies qui est bien connu, puisque leur pollen est allergisant, et donc ceci représente un problème de santé publique. Au vu de ces différents impacts qui sont variés, qui sont tous bien documentés, il est clair que les invasions biologiques sont une des composantes du changement global, sont d'ailleurs listées comme thème dans l'écosystème assessment, c'est bien reconnu, c'est une des composantes du changement global. Néanmoins, une question est restée en suspens et on a trouvé finalement un développement théorique qui permet d'y répondre. C'est la question de savoir si ces invasions sont véritablement la cause d'un changement de l'environnement, elles sont une composante active, entre guillemets, du changement global, ou si finalement elles ne sont que symptomatiques d'autres sources du changement. Est-ce que c'est finalement pas juste un effet collatéral du changement global? Eh bien, donc, une série de publications ont essayé je dirais, de conceptualiser un peu les nuances qu'il peut y avoir dans la réponse à cette question, parce que la réponse est nuancée, et on se retrouve avec trois modèles différents. Un premier, qui est assez fréquent, je pense, c'est celui d'une invasion végétale qui suit l'altération de l'environnement. Vous avez des altérations de l'environnement par la pollution, le changement climatique, les perturbations engendrées par l'homme, l'agriculture, etc., qui sont des perturbations des écosystèmes, et l'espèce invasive ne fait que, entre guillemets, profiter de ces changements. Vous connaissez le sénesson du Cap, je pense que c'est un bon exemple, puisqu'il colonise principalement des friches, des bords de route, des bords de chemin de fer, etc., des endroits fortement perturbés par les activités humaines. A l'inverse, on a, donc ça c'est le modèle passager du changement global. A l'inverse, on a une situation opposée, où c'est bien la plante qui, par sa colonisation de milieux plus ou moins épargnés par l'activité humaine, des milieux encore relativement naturels et intègres, va elle-même modifier les conditions de l'environnement et faciliter les changements du fonctionnement de cet écosystème. Vous avez sans doute déjà tous vu de la balsamine de l'Himalaya, cette jolie plante introduite pour l'ornement qui colonise les berges de cours d'eau de façon très rapide et très large. Cette espèce, elle, est capable de coloniser des berges de cours d'eau encore relativement peu perturbées par les activités humaines, mais une fois qu'elle les colonise, elle modifie les conditions de l'écosystème, notamment, comme c'est une plante annuelle, en facilitant l'érosion pendant l'hiver, ce qui change complètement les conditions donc, de cet écosystème rivulaire. Et entre ces deux situations, je dirais bien tranchées, donc le deuxième modèle, c'est le modèle driver, la conceptualisation se fait un peu avec l'idée de plusieurs plantes invasives dans une voiture, une qui conduit, une qui est passager, et puis un troisième modèle qui est le conducteur depuis l'arrière de la voiture, qui est le backseat driver. Ce sont des espèces qui, dans un premier temps, vont se comporter comme les passengers, donc vont d'abord profiter des altérations de l'écosystème, mais une fois un certain seuil d'invasion atteint, une fois que l'espèce est fortement présente sur le territoire, vont elles-mêmes modifier les conditions de l'environnement. C'est le cas du brome des toits, qui est une espèce indigène d'Europe, mais invasive aux États-Unis, qui profite des perturbations de l'environnement, mais qui, une fois qu'elle est fortement présente, accélère le retour du feu, et donc a tendance à fortement accélérer le cycle des feux en un endroit donné, ce qui est évidemment une modification profonde de l'écosystème. Donc c'est un exemple donc, de backseat driver, et il est évident qu'en termes de gestion des invasions, les backseat drivers
sont en deuxième phase d'invasion et les drivers sont les plus problématiques. Et donc on va maintenant s'intéresser plus précisément aux invasifs dans ce cas. Merci Arnaud. Donc il existe une situation problématique en France qui permet d'illustrer au départ cette situation, c'est Ambrosia artemisifolia, donc, qui est connu pour être en Europe un organisme qui est nuisible aux végétaux et qui est aussi un pouvoir très allergène de par son pollen. Donc cette situation, elle peut être comparable à celle rencontrée par deux autres espèces d'ambroisie qui ont été récemment observées en France. Il s'agit d'Ambrosia trifida et d'Ambrosia psilostachya. Ces espèces étant de fait préoccupantes, les ministères de la Santé, de l'Environnement et de l'Agriculture ont décidé de saisir l'ANSES pour qu'une analyse de risque phytosanitaire soit réalisée sur ces deux espèces. Donc dans le but d'évaluer les risques et de proposer des recommandations de mesures de gestion. Donc voilà ici schématiquement, vous pouvez voir les deux ambroisies représentées. Donc Ambrosia psilostachya est une plante vivace d'une taille inférieure à 1 mètre, qui se reproduit de façon principale par reproduction végétative, alors qu'Ambrosia trifida est une plante de grande taille qui peut aller jusqu'à 3 mètres et qui a une reproduction donc, par semence, reproduction sexuelle. Donc les Ambrosia psilostachya et trifida ont différents milieux de développement, des milieux rudéraux et des prairies surpâturées ainsi que des aires sableuses pour Ambrosia psilostachya, alors que pour Ambrosia trifida on retrouvera également des milieux rudéraux, mais on la retrouvera aussi dans des champs cultivés et des milieux humides. Donc Ambrosia trifida et Ambrosia psilostachya ont des critères assez similaires de développement et d'origine. On les retrouve toutes les deux originaires d'Amérique du Nord et elles sont présentes toutes en Europe. Elles ont à peu près les mêmes exigences climatiques de développement et donc elles auront clairement une aire d'expansion identique à l'échelle de l'Union européenne, de l'Europe. Et également, elles possèdent toutes les deux des pouvoirs des pollens allergisants. Donc on l'a vu, même si Ambrosia psilostachya et trifida ont des critères similaires, l'analyse de risque qu'on a pu conduire montre qu'elles ont aussi des critères différents. Notamment pour ce qui concerne les différents l'entrée d'abord, puisque Ambrosia psilostachya est absente des aires cultivées, au contraire d'Ambrosia trifida qui est clairement retrouvée dans ces aires cultivées. Donc on pourra retrouver des semences d'Ambrosia trifida en mélange avec des semences d'espèces cultivées de printemps, ce qui favorisera l'entrée de cette espèce, notamment à l'échelle de l'Union européenne. Donc pour l'établissement, Ambrosia trifida et Ambrosia psilostachya ont tout d'abord, comme j'ai déjà dit, les mêmes exigences climatiques de développement. Toutefois, Ambrosia psilostachya est une espèce vivace, on l'a bien vu, alors que Ambrosia trifida est une plante qui a une multiplication par semence. Donc cette capacité à se multiplier par semence va créer un stock de semences qui va permettre à la plante de vraiment s'établir dans son milieu, au contraire d'Ambrosia psilostachya. Pour ce qui concerne la dispersion naturelle, Ambrosia psilostachya, on l'a vu, est une espèce vivace. Ambrosia trifida, une plante annuelle produisant des semences. Donc les cours d'eau et la semence vont favoriser le déplacement naturel d'Ambrosia trifida. Donc on va vraiment avoir une capacité de dispersion naturelle plus importante pour Ambrosia trifida. Pour ce qui est de la dispersion maintenant par moyen humain, donc ça va être surtout lié au transport de sol pour Ambrosia psilostachya, puisqu'on va avoir des bouts de racines, etc., voire des semences pour trifida. Et évidemment, on va avoir toujours la même idée, c'est que pour trifida, on va pouvoir retrouver la semence de trifida en mélange avec des semences d'espèces cultivées de printemps, donc ce qui va favoriser évidemment la dispersion humaine de cette espèce. Pour les impacts socio-économiques, on l'a vu, les deux espèces produisent toutes les deux du pollen allergisant, donc on aura vraiment un impact en santé humaine important. Et pour trifida, on aura un deuxième impact, qui est un impact plus en agriculture, puisqu'en effet, cette plante est connue notamment aux États-Unis comme une mauvaise herbe, une des premières mauvaises herbes rencontrées aux États-Unis. Et on a pu aussi voir apparaître récemment des résistances aux herbicides. Donc ce qui constitue vraiment un fort impact pour l'agriculture quand cette plante est retrouvée dans un champ. Je vais laisser la parole maintenant à Arnaud pour les impacts environnementaux. Et oui, puisque donc ces espèces sont différentes sur toute une série d'aspects, et sur l'aspect d'impact environnemental également, puisque si on en revient sur nos différents modèles en lien avec le changement global, il est assez clair qu'Ambrosia psilostachya, qu'on ne retrouve que dans des prairies vraiment surpâturées, dans des bords de route, dans des friches, etc., a un comportement de passenger, donc vraiment une espèce qui profite
de l'altération des écosystèmes par les humains, qui n'en est pas le moteur en tant que tel. Donc, finalement, enrayer l'invasion de cette espèce, ça passe surtout par enrayer la cause même de cette invasion, ce qui est un problème, je dirais, plus large que simplement la gestion d'une espèce invasive. C'est vraiment la bonne gestion du territoire qui y parviendra. Le risque a été jugé acceptable pour Ambrosia psilostachya, puisque l'entrée sur le territoire est principalement passée. Actuellement, il n'y a plus ou très peu de flux de graines de cette espèce, et par ailleurs, l'ensemble de ces impacts sont bien moindres. À l'inverse d'Ambrosia trifida, qui est une espèce vraiment problématique, et on est sans doute à un tournant. Il est temps d'agir pour éviter justement qu'elle se disperse plus avant dans les milieux naturels et constitue par là même encore des populations foyers pour recoloniser les milieux agricoles. Donc les recommandations du groupe d'experts sont les suivantes. Pour cette espèce trifida, il y a lieu de mettre en place un contrôle des lots de semences. Vraiment, ces semences qui sont importées du continent américain pour être utilisées dans nos champs doivent passer par un système de contrôle qui va de pair avec l'utilisation de graines certifiées Ambrosia Free pour éviter donc d'introduire activement cette espèce dans de nouvelles parcelles agricoles. Par ailleurs, il y a lieu de mettre en place un système de surveillance pour détecter les nouveaux foyers qui apparaîtraient dans le paysage et d'éradiquer les jeunes populations, parce qu'à un stade très précoce de l'invasion, c'est relativement facile, ou en tout cas faisable, d'éradiquer l'espèce. Une fois qu'elle a complètement colonisé la parcelle, c'est beaucoup plus coûteux, voire impossible. Pour les populations qui sont d'ores et déjà trop importantes, il y a lieu de mettre en place des mesures de confinement, l'idée étant surtout d'éviter qu'elles se dispersent plutôt que de l'éradiquer localement. Pour conclure, on voulait vous signaler que les deux rapports, les deux ARP donc sur Ambrosia psilostachya et trifida étaient disponibles sur le site de l'ANSES. Et je m'associe avec Arnaud pour remercier l'ensemble des membres du groupe de travail, Bruno Chauvel, Guillaume Fried, Jean-Pierre Rossi et Thomas Le Bourgeois qui a présidé le groupe de travail pour ce bon travail. Et nous vous remercions pour votre attention.